Coucou toi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donnarumma prolongera pas? Telle est la question. Alors oui, il nous a sorti une performance XXL, enfin, j'ai envie de vous dire. Mais du coup, la question se pose quand même, parce que ce match aller-retour face à Liverpool, c'est un petit peu à l'image de Donnarumma finalement, avec un match aller où il passe au travers, il a une action à sauver, un arrêt déterminant à faire et il ne le fait pas. C'est pas le seul fautif, je le conçois, mais il aurait pu nous sauver sur cette action et il ne le fait pas avec cette main molle. Et au match retour, match exceptionnel, il nous qualifie et en plus une séance de pénalty incroyable. Alors finalement, j'ai envie de vous dire, c'est à l'image de Donnarumma. Des matchs capables d'être exceptionnels, capables de nous sauver au tir au but, mais aussi capables de se planter lamentablement. Et le problème avec Donnarumma, c'est que c'est malheureusement souvent arrivé en Ligue des Champions, là où on a besoin d'un grand gardien pour aller loin dans une très grande compétition. On s'en souvient évidemment face au Real Madrid, peut-être un traumatisme. On s'en souvient surtout aussi l'année dernière, le but encaissé dans ses 5,50 m face à Dortmund, face à Christensen et donc au Barça. Bref, c'est arrivé plusieurs fois. Le ballon repoussé dans les pieds de Isaac face à Newcastle au Parc. Heureusement qu'il y a eu ce penalty à la dernière minute. Mais enfin voilà, c'est arrivé plusieurs fois et c'est vrai que c'est ce qu'on reproche à Donnarumma. Alors, on verra évidemment si Luis Campos et Luis Enrique lui donnent une prolongation. Je pense que le board attend de voir ce que va donner Donnarumma dans la suite de la compétition parce que, il ne faut pas se mentir, normalement, s'il aurait dû prolonger, ça aurait dû être déjà fait, puisque ses copains qui sont arrivés en même temps que lui ou juste après, comme Vitinha, comme Nuno Mendes, comme Hakimi, ont tous prolongé en même temps. Donc lui aurait dû faire partir de ce petit lot. Malheureusement, c'est vrai que cette saison, et surtout en Ligue 1, on l'a connu meilleur en Ligue 1. L'année dernière, il était très décisif, il nous a fait gagner beaucoup de points. Cette année, malheureusement, il fait partie des gardiens en Ligue 1 qui font le moins de différence. Donc bref, en tout cas, on est très content de sa performance face à Liverpool. On va certainement pas s'en plaindre puisqu'on est qualifié grâce à lui. Mais c'est vrai qu'en tout cas, personnellement, pour donner mon avis, et je pense le board du Paris Saint-Germain va attendre de voir ce que Donnarumma va donner en quart de finale face à Aston Villa et peut-être dans la suite de la compétition pour voir si on peut enfin compter sur lui. Bref, maintenant que le contexte est posé, ce qu'on va répondre dans cette vidéo, c'est la question de qui pourrait prendre la succession de Donnarumma? Est-ce que sur le marché, il y a des gardiens accessibles capables d'avoir un meilleur rendement que Donnarumma? Et donc, je vais vous en présenter quelques-uns. Tout ça me paraît donc bien clair et précis. On va pouvoir lancer le jingle et démarrer la vidéo. N'hésite pas à mettre ton meilleur like pour récompenser le travail et à me dire en commentaire surtout qu'est-ce que tu penses toi de cette situation. Est-ce que tu prolonges Donnarumma ou pas? Et qui tu prendrais pour le remplacer? N'hésitez pas aussi à faire un petit top 3 des gardiens. Bon les amis, maintenant on va détendre la ficelle du string et on va arrêter de parler comme un robot version YouTube. On va pouvoir discuter tranquillement. Voici un petit visuel qui va nous accompagner. Donc là, sur ce premier visuel, il y a 5 gardiens et il y en aura un autre avec 5 autres gardiens. On va les faire l'un après l'autre. Et donc, je vais vous présenter, vous l'avez compris, 5 plus 5, ça fait 10. 10 gardiens. Et à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que comme vous pouvez le voir, hop, je vais mettre une note sur 10 sur 4 critères. Donc 4 critères sur 2,5 points, puisque 2,5 x 4, ça fait 10. Le premier critère, ça va être la faisabilité du transfert. Est-ce que le gardien aurait envie de venir au Paris Saint-Germain ou pas? Est-ce que le gardien pourrait bouger de son club? Et évidemment, ça va de pair avec la durée de son contrat. Est-ce qu'il lui reste 1 an, 2 ans, 3 ans de contrat ou pas? Parce qu'évidemment, ça pourrait jouer fortement sur le départ et surtout la venue du gardien ou non. Le deuxième critère, c'est un critère très important pour Luis Enrique, on le sait, c'est le jeu au pied. Est-ce qu'il est bon au pied ou non? Plus il est bon, plus il aura 2,5 sur 5. Troisième critère, est-ce qu'il est déterminant cette saison? Le niveau de ce gardien cette saison. Plus il est bon cette saison, plus il est déterminant pour son équipe cette saison, plus il se rapproche d'avoir 2,5 sur 2,5. Et le dernier critère, l'expérience / les références. Plus le gardien a de l'expérience et plus il a des références au top niveau, avec des grands matchs en Ligue des Champions, un palmarès, des grands matchs dans les compétitions internationales, et plus il aura 2,5 sur
2,5. Ok Jamy, le premier gardien c'est donc Safonov parce qu'on a tendance à l'oublier, mais la solution pour remplacer Donnarumma c'est peut-être pas un nouveau gardien, c'est peut-être tout simplement Safonov qui est déjà là, qui est arrivé cet été puisqu'on a investi sur lui 20 à 25 millions d'euros de transfert cet été et en plus de ça, il a été très bon jusqu'ici, il faut le dire. Le seul truc qu'on peut lui imputer un petit peu c'est cette boulette face au Bayern Munich et encore il avait fait un très bon match jusqu'ici avec cet arrêt incroyable sur la frappe de Musiala à bout portant. Donc c'est vrai qu'il a quand même fait une bonne saison. Il y a plus de clean sheet pour Safonov que Donnarumma en Ligue 1. Il a fait des très bons matchs. Il est plutôt bon au pied. En plus de ça, il n'a pas le ballon qui lui brûle les pieds. Donc c'est vrai qu'il est intéressant. Et d'ailleurs, il nous avait qualifié aussi en Coupe de France face à Lens avec un magnifique match et surtout une magnifique séance de tir au but. Donc Safonov pourrait être une solution. Alors quelle note on va lui mettre? Au niveau de la faisabilité, forcément, on est sur 2,5 sur 2,5. Au niveau du jeu au pied, je dirais 1,5 parce qu'on n'est pas encore sur un gardien vraiment accompli au pied où je peux lui mettre 2,5. Il a encore de quoi progresser. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il a encore de la marge parce qu'il y a au moins cette sérénité au pied. Il n'a pas peur de prendre le ballon, de le demander. Et donc, je pense qu'il peut que progresser et il a une grosse marge. D'ailleurs, il faut rappeler aussi qu'il est jeune, que c'est sa première saison en dehors de Russie, son pays natal. C'est la première fois qu'il part. Donc, quand même, il faut rappeler, il est dans un club aussi où il y a beaucoup de pression. Et je trouve qu'il a quand même répondu présent et qu'il n'a pas peur. Tu as l'impression qu'il est imperméable à la pression. Donc ça peut être intéressant. Et je pense qu'il peut que progresser, en tout cas dans ce domaine du jeu au pied. Il est déterminant cette saison. Je lui ai mis 2 sur 2,5 puisque, à part cette petite boulette face au Bayern, sinon il a été parfait, que ce soit peu académique ou pas. La vérité, c'est qu'il a été très bon. Et au niveau des expériences et des références, bon, là par contre, c'est un jeune gardien encore, il n'y a pas de grosses références, donc je lui ai mis 1,5 sur 2,5, ce qui nous fait une note donc de 7,5 sur 10. Deuxième gardien, Lucas Chevalier, un gardien qui revient très souvent, et là au niveau de la faisabilité, je lui ai mis évidemment 2,5 sur 5, puisqu'il évolue en Ligue 1, c'est un gardien français, c'est un jeune gardien, on sait que le Paris Saint-Germain est intéressé par beaucoup de jeunes français également. C'est un gardien qui a brillé cette saison en Ligue des Champions et en Ligue 1 sous les yeux du board parisien. Donc pourquoi pas. En plus de ça, il lui reste 2 ans de contrat. Donc au niveau de la faisabilité, oui, c'est parfait. C'est du 2,5 sur 2,5. Au niveau du jeu au pied, là aussi, je trouve un peu comme Safonov, c'est un gardien qui n'a pas peur. Il prend des risques, même dans ses sorties. C'est un gardien qui n'a pas peur. Maintenant, c'est vrai que son jeu au pied est vraiment perfectible et il doit encore s'améliorer. Il est encore jeune, il peut s'améliorer là-dessus. Mais pour l'instant, pour moi, c'est un 1,5, un petit peu comme Safonov. Au niveau de la détermination, enfin des déterminants, oui, il est très déterminant cette saison, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Donc c'est un 2,5 sur 2,5, un des meilleurs gardiens de la compétition avec le plus haut pourcentage d'arrêts et d'expected goals sortis. Donc c'est les XGA, je crois. Et du coup, au niveau par contre, expérience, référence, là, pareil que Safonov, on est sur un très jeune gardien, donc 1,5, ce qui nous fait une note de 8 sur 10. Puisqu'il est 0,5 plus déterminant que Safonov. C'est pas français, mais vous avez compris. Ensuite, on enchaîne avec Andrei Lunin. Là, ça va aller un petit peu plus vite parce qu'au niveau de la faisabilité, je lui ai tout simplement mis 0,5 sur 2,5 parce qu'il a prolongé. Il vient de prolonger au Real Madrid jusqu'en 2030, si je dis pas de bêtises. Donc, ça fait 5 années de contrat. Et en plus de ça, on peut supposer quand même que Lunin prenne la succession de Courtois. Si il a accepté de prolonger pendant autant de temps, c'est très sûrement, très probablement que il va prendre la succession de Courtois dès peut-être la saison prochaine. Donc 0,5. Au niveau jeu au pied, pareil, c'est un gardien perfectible. C'est pas le gardien que tu catégorises comme un gardien qui est très bon au pied. Donc je lui ai mis 1,5. Déterminant cette saison, je trouve qu'il est moins déterminant que la saison passée. Donc je lui ai mis 1,5. La saison passée, et notamment en Ligue des Champions avec le Real, il a été fantastique, vraiment. Mais depuis cet été, je le trouve moins bon. Déjà avec l'Ukraine, où je trouve qu'il a fait pas mal de boulettes, vraiment. Et cette saison où il est un petit peu moins bon quand on fait appel à lui. Aussi peut-être le fait de moins jouer, donc forcément moins dans le rythme. Mais voilà, moins déterminant que la saison passée. Et au niveau des expériences / références, je lui ai mis 2. Parce que la saison passée, la campagne de Ligue des Champions qu'il fait, il faut se mouiller la nuque. C'est très très fort. Donc au final, ça fait une note de 5,5 sur 10. C'est pas que c'est un mauvais gardien, c'est juste que c'est très peu probable. Ensuite de ça, on est parti sur Diogo Costa, peut-être le gardien le plus compatible à ce que demande Luis Enrique, mais je lui ai mis 1,5 sur 2,5 au niveau de la faisabilité, parce que même s'il lui reste 2 années de contrat, apparemment, de ce qui se dit depuis un petit moment, Diogo Costa va prendre la succession d'Ederson à Manchester City. C'est vraiment la volonté de Pep Guardiola de signer Diogo Costa cet été. Et
Et vu que le profil match totalement avec Guardiola, bon, on peut supposer que. Mais je lui ai quand même mis 1,5 parce que il est portugais, c'est un gardien compatible à ce que veut Luis Enrique, et il est portugais. On sait qu'il y a une grosse colonie portugaise au PSG. Il y a Nuno Mendes, il y a Vitinha, il y a João Neves, etc., Gonzalo Ramos. Donc, on peut supposer que peut-être le Paris Saint-Germain a son mot à dire. En tout cas, il peut y avoir bataille, donc ce n'est clairement pas impossible. Maintenant, c'est vrai qu'il est pressenti côté City, donc je ne lui ai pas mis 2 ou plus de 2. Au niveau du jeu au pied, pas besoin de vous le présenter, c'est sûrement le meilleur gardien au pied avec Ederson. Il est vraiment très bon. Par contre, attention quand même, et on l'a vu, je ne sais pas si vous avez vu le match du Portugal hier soir, mais attention, parce qu'il est tellement fort au pied et tellement à l'aise qu'il a tendance à prendre des risques souvent inconsidérés. Et hier soir, il a failli prendre un but à cause de ça. Donc attention à ne pas se sentir arrivé, ne pas se sentir trop fort et de faire des boulettes, parce que voilà, si tu sauves des buts ou que tu en donnes parce que tu fais des passes et des ouvertures intéressantes, si c'est pour en coûter derrière, ça sert un petit peu à rien. Et puis au niveau déterminant, il est très bon, voilà, donc je lui ai mis 2. Et au niveau expérience référence, je lui ai mis 2 aussi parce qu'il a été exceptionnel à l'Euro. Il est très fort avec Porto, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, très fort avec le Portugal. Sur penalty, il est exceptionnel, c'est le meilleur gardien dans cet exercice aussi avec Donnarumma. Donc ça fait quand même pas mal de signaux positifs pour Diogo Costa parce que très bon sur sa ligne, exceptionnel sur les séances de tir au but et exceptionnel au pied. Donc c'est quand même pas mal. En plus, au niveau de l'âge, c'est un jeune gardien. Donc oui, clairement, tu signes ce gardien, tu es tranquille pour les 5-10 prochaines années. Ça fait du coup une note de 7,5 parce qu'on va pas se mentir sur la faisabilité. Bah ouais, c'est pas un 2, c'est pas un 2,5, donc il n'arrive pas à dépasser ce 8. Mais c'est un gardien exceptionnel et si on pouvait le signer, franchement, je serais hyper content. 5e gardien, c'est Alisson. Bah oui, parce que, comme vous le savez, enfin, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais Mamadarshvili, le gardien géorgien du FC Valence, a déjà signé même à Liverpool l'été dernier, était prêté à Valence cette saison et va donc rejoindre le club des Reds cet été. Et du coup, ils vont se retrouver avec 3 gardiens. Alisson, Keller et Mamadarshvili. Donc, il va y avoir un dégraissage et Alisson pourrait partir. Il pourrait être tenté visiblement par l'Arabie Saoudite, mais à son âge et avec la performance qu'il a pu réaliser en Ligue des Champions, même si cette saison il est un peu moins bon qu'à l'accoutumée, Alisson, je pense qu'il ne manquera pas de prétendants. Et si tu veux un gardien qui est bon au pied, je lui ai mis 2 parce qu'il est très bon au pied, pourquoi pas ? Il a de l'expérience, je lui ai mis 2,5. Il a des références, il a de l'expérience, un gros palmarès, titulaire avec la sélection brésilienne, titulaire encore avec les Reds. Certes, c'est pas le meilleur niveau cette saison, du coup, déterminant, je lui ai mis 1,5. Mais là, on parle quand même d'un top gardien. Donc, pourquoi pas? Surtout qu'il pourrait arriver libre, si je dis pas de bêtises. Non, il lui reste 2 ans de contrat, je me le suis noté. Donc, il pourrait arriver, en tout cas, à moindre frais. Je pense que pour 10-20 millions d'euros, tu peux le signer. Donc, ça peut être intéressant si tu veux un gardien qui peut convenir en termes de profil et d'expérience. Donc, la faisabilité, j'ai mis 2. Jeu au pied, j'ai mis 2. Déterminant, j'ai mis 1,5 parce que cette saison, il est beaucoup moins bon et il ne faut pas se référer uniquement à ce match face au Paris Saint-Germain. Et ensuite, expérience, expérience référence, j'ai mis 2,5. Donc, ça fait quand même une très belle note pour Alisson de 8. Maintenant, si tu veux préparer présent et avenir, c'est peut-être pas Alisson qu'il faut aller choisir. Le prochain gardien, c'est Lucas Perry, le gardien brésilien de l'Olympique Lyonnais, un gardien dont j'ai déjà parlé sur la chaîne et que j'aime beaucoup. On continue dans les gardiens brésiliens après Alisson et surtout, c'est le numéro 2 d'Alisson puisqu'il est grâce à ses bonnes performances, il est désormais appelé en équipe du Brésil. Et j'en ai déjà parlé sur la chaîne l'année dernière au moment où je parlais de est-ce que l'Olympique Lyonnais peut atteindre l'Europe. D'ailleurs, ils ont réussi à atteindre l'Europe, mes calculs ont été bons. Mais Lucas Perry devait prendre pour moi la succession très clairement d'Anthony Lopez. À chaque fois qu'il a pu y jouer avec l'OL et notamment en Coupe de France, il a toujours été très bon. Il a qualifié l'OL et il a été très bon. Donc pour moi, je ne comprenais pas pourquoi cette passation de pouvoir n'avait pas eu lieu plus tôt. Elle a eu lieu du coup cet été et donc cette saison et Lucas Perry montre que clairement il est très talentueux et il est déjà très très fort. Il a permis à l'OL de gagner beaucoup de points, de gagner des points en Ligue Europa où il a fait de très bons matchs et de gagner des points en Ligue 1. Si l'OL est aussi bien classé, c'est évidemment parce que l'OL a beaucoup de talent devant, mais aussi parce qu'ils ont un gardien fiable qui fait beaucoup d'arrêts et qui est déterminant. Donc, au niveau de la faisabilité du contrat, il lui reste 3 ans, donc la faisabilité du transfert, je lui ai mis 2,5. Pourquoi? Parce que ça reste un gardien de Ligue 1, il connaît bien la Ligue 1, on peut potentiellement être intéressé, très grand, bon dans le domaine aérien, qui est déterminant sur sa ligne, qui est bon sur les pénaltys, qui n'a pas peur balle au pied, même s'il doit progresser. Là-dessus, je lui ai mis 1,5 sur son jeu au pied, mais sur la faisabilité, on sait que l'OL a besoin de liquidité, on sait que l'OL va devoir se séparer de certains joueurs, donc
pourquoi pas le gardien? À voir. En tout cas, c'est clairement pas impossible. D'ailleurs, Galatasaray, il y a eu des rumeurs sorties. Galatasaray le voudrait et l'OL ne serait pas contre. Lucas Perry, lui, voudrait rester parce qu'il se sent bien à l'OL et voudrait faire une saison ou deux en plus. Mais c'est vrai que l'OL, par rapport à ses besoins financiers, il pourrait potentiellement accepter de se séparer de Lucas Perry. Donc, affaire à suivre. En tout cas, lui est brésilien. Il y a, on le sait, une tradition brésilienne au PSG. Il parle aussi portugais du coup. Donc, il pourrait s'acclimater parfaitement en parlant un petit peu français et en parlant portugais avec tous les Français et les Portugais du groupe. Donc, clairement, ça peut être un profil très intéressant. C'est aussi un jeune gardien. Je crois qu'il a 28 ans. Donc, clairement, ça peut être le présent et l'avenir. Donc, déterminant cette saison, oui, je lui ai mis 2 parce que très bon cette saison, comme je l'ai dit. Et au niveau, par contre, expérience à référence, je lui ai mis que 1,5 parce qu'on attend évidemment encore de voir ce que ça peut donner, par exemple, face à Manchester United en Ligue Europa et dans un grand club, évidemment, parce que là, l'OL, c'est pas la même pression, même s'il y en a qu'un top club. Et de toute façon, on attend aussi des références face à dans des grands matchs de Ligue Europa et surtout aussi en Ligue des Champions. Donc, ma note finale, elle est de 7,5. C'est une très bonne note pour Lucas Perry. Donc pourquoi pas, dites-moi ce que vous en pensez. Le prochain gardien, c'est donc Mike Maignan, le gardien titulaire de l'équipe de France, le gardien du Milan AC, celui qui revient le plus avec Lucas Chevalier, même si beaucoup ont des réserves, surtout sur l'aspect physique où on sait que Mike Maignan est très fragile, a tendance à souvent se blesser. Donc si c'est pour avoir un dernier rempart qui pourrait potentiellement, parce que je parle bien au conditionnel, être meilleur que Donnarumma dans les matchs qui comptent en Ligue des Champions, si c'est pour qu'il soit blessé au même titre que des Verratti et des Neymar dans les matchs qui comptent, ça sert un petit peu à rien. Donc c'est vrai que je peux comprendre sur cet aspect physique. Au niveau de la faisabilité, je lui ai mis 2,5 sur 5 puisque bon, il lui reste 1 an de contrat, il n'a toujours pas prolongé, c'est un gardien français, gardien de l'équipe de France, on peut être évidemment intéressé et lui aussi. Puis on le rappelle surtout, c'est un ancien Titi, il est formé au Paris Saint-Germain, ensuite il a explosé à Lille et puis il est donc parti au Milan. Au niveau de son jeu au pied, c'est un très bon gardien au pied. C'est là aussi le pourquoi du comment on parle de Mike Maignan. C'est que c'est un très bon gardien au pied. Je lui ai mis 2 sur 2,5. Donc, ça pourrait intéresser clairement Luis Enrique, en plus d'être très fort sur sa ligne, et au tir au but également. Donc, tu perds pas forcément avec Donnarumma. Uniquement peut-être sur la fiabilité physique, parce que c'est vrai quand même que Gigio se blesse rarement, sauf quand il prend des coups de pied dans la gueule. Déterminant, je lui ai mis 2. Autant pour moi, parce que pour moi, c'est 1,5. Voilà, autant pour moi. Tout simplement parce que Mike Maignan connaît une saison un peu contrastée, une saison moins bonne, je dirais, que les saisons précédentes. Après un très bel Euro avec l'équipe de France, où il a été clairement un des hommes forts, si ce n'est l'homme fort de cette équipe de France, qu'on a pu voir sur sa ligne et sur les séances de tir au but, notamment face au Portugal. C'est vrai que cette saison avec le Milan, il y a beaucoup de boulettes, il y a quelques petites blessures. Il y a un niveau, il y a une irrégularité. Il est capable vraiment du meilleur comme du pire. Donc, Mike Maignan, c'est une saison contrastée. Donc là, je lui ai mis 2, mais pour moi, c'est 1,5. Donc au global, ça lui fait une note de 8,5. Donc je dirais plutôt 8. Je pense que Maignan mérite un 8. En tout cas, c'est pour l'instant la meilleure note, puisque je crois qu'il y a Chevalier qui a 8. Bref, de toute façon, je vous ferai un petit récap du top 5 à la fin de ceux qui ont les meilleures notes. On enchaîne avec Verbruggen. Là, c'est un gardien que je maîtrise un petit peu moins, que je connais un petit peu moins, mais quand même, c'est un gardien en vogue, titulaire avec les Pays-Bas. Il fait partie de cette nouvelle génération qui arrive. Depuis Van der Sar, il n'y a pas eu de très très grands gardiens aux Pays-Bas. Et Verbruggen, voilà, c'est un gardien qui en impose. Un grand gardien de taille, aussi très fort sur sa ligne, très rapide, très robuste, une bonne qualité de pied, plus ou moins, même si je demande encore à confirmer. Et s'il y en a qui le connaissent très bien, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, parce que c'est pas le gardien que je maîtrise le plus. Mais en tout cas, bon, il fait partie de ces pépites à Brighton. Ce qui va être compliqué, c'est au niveau de la faisabilité. Je lui ai mis 1,5 parce qu'il lui reste 3 ans de contrat. Au niveau de son jeu au pied, je lui ai mis 1,5 parce que, comme je disais, je ne suis pas celui qui le maîtrise le plus. Donc, dites-moi en commentaire. Au niveau déterminant, je lui ai mis 2 parce que c'est, si je ne dis pas de bêtises, le meilleur gardien de Première Ligue. En tout cas, il est top 3. Très clairement, il fait une super saison avec Brighton. Et à mon avis, peut-être pas cet été, mais l'été prochain, il partira. Donc, encore une fois, ça rejoint cette faisabilité où je mets 1,5. C'est même pas sûr qu'il rejoigne un autre club. On ne parle même pas que du Paris Saint-Germain. À mon avis, je ne serais pas étonné de le voir continuer. Et quand il lui restera 2 ans à l'été 2026 de contrat, il partira dans un meilleur club. Voilà. Au niveau déterminant, donc je lui ai mis 2 comme j'ai dit, très très grande saison. Et au niveau expérience référence, ça reste un jeune gardien, même s'il est titulaire en sélection nationale. On demande encore à voir. C'est pas un gardien qui joue la Ligue des Champions ou quoi. Donc on attend encore un petit peu. Il y a eu quelques petites boulettes par moment, des ballons repoussés avec les Pays-Bas. Donc on attend un gardien encore un peu plus sûr et surtout des grandes références pour le moment. Voilà, donc ça lui donne une note de 6,5. On est sur un jeune gardien et que je maîtrise encore peu et surtout peu faisable
cet été, je pense, et encore plus pour le Paris Saint-Germain, aller chercher un joueur de première ligue, c'est compliqué. Ensuite de ça, on part sur un Irlandais, puisque c'est l'autre gardien de Liverpool, c'est Keller. On a dit qu'Alisson pourrait partir puisque Mamadardashvili arrive. Est-ce que Keller va rester une doublure? Normalement, non. C'est ce qu'il a dit. Lui veut jouer. D'ailleurs, il a été très bon avec Liverpool à chaque fois qu'il a pu jouer, que ce soit en Ligue des Champions ou en Première Ligue. La seule petite boulette, je crois que c'est face au Real. Il y a une erreur de main. Enfin, c'est une erreur d'appréciation. Et je crois qu'il se fait lober. Je ne sais plus si c'est le Real. Non, je crois que c'est un autre match de Ligue des Champions. Peut-être le Milan. Je ne sais plus. Mais Liverpool encaisse un but sur une mauvaise appréciation. Il sort, il met sa main. Le ballon passe au-dessus. Bref, il y a but derrière. Je ne sais plus si c'était le Real. Je ne crois pas parce qu'il y a eu 2-0 face au Real. Bref, en tout cas, hormis ça, il a été très bon cette saison, il faut le dire. Et il a clairement remis en cause la place de numéro 1 d'Alisson. Donc, lui veut partir, c'est normal. Il est ambitieux, il a envie de jouer, gardien titulaire de l'Irlande. Après de bonnes performances avec Liverpool, pour lui, il mérite une place de numéro 1 et c'est normal. Donc, pourquoi pas? C'est un gardien qui a de grandes qualités et qui a une très bonne mentalité, qui est jeune, qui peut encore progresser. Je crois qu'il a 26 ou 27 ans. Donc, c'est très jeune pour un gardien. Alors, pourquoi pas? On ne sait pas encore qui va partir et qui va surtout accepter d'être doublure, mais lui, pour le coup, ne veut pas être doublure. Il l'a déclaré et normalement, il devrait partir cet été. Donc, au niveau de la faisabilité, je lui ai mis 2, parce que c'est vrai que j'ai du mal, comme je disais, à voir un gardien de PL venir au Paris Saint-Germain et en Ligue 1. En plus de ça, un Irlandais. Je crois qu'il y en a eu peut-être un seul ou deux dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Je ne suis même pas sûr. Dites-le si vous avez la référence. Donc, je lui ai mis 2. Parce qu'il y a quand même cette volonté de pouvoir convaincre un gardien qui veut être numéro 1. Si aujourd'hui, tu es le Paris Saint-Germain, un club qui joue la Ligue des Champions, un grand club de cette stature, tu lui proposes d'être numéro 1, Keller, même s'il est en Première Ligue, clairement, il va venir. Il va venir, comme dirait Omar Da Fonseca. Je ne vois pas comment il pourrait refuser. Au niveau du jeu au pied, je lui ai mis 1,5 parce qu'on a connu mieux. C'est pas un gardien qui, voilà, même si il est à l'aise quand même, il n'y a pas de grosses erreurs ou quoi que ce soit. Et puis surtout, c'est un gardien qui ne prend pas forcément de risques. Il est quand même très propre, je trouve. Voilà, il y a peu de boulettes, c'est un gardien clean. Voilà. Déterminant, je lui ai mis 2 parce qu'il fait une très bonne saison, vraiment. Au global, au niveau de la régularité sur la saison, sur l'ensemble des matchs qu'ils ont pu jouer, je trouve Keller, et d'ailleurs, je pense que beaucoup de Reds le pensent aussi, je trouve Keller meilleur qu'Alisson sur cette saison, clairement. Ensuite, expérience et référence, ça reste un jeune gardien qui est en plus de sa doublure depuis un petit moment. D'ailleurs, je crois qu'il est formé au Reds, si je dis pas de bêtises. Donc, je lui ai mis 1,5 parce que ça manque encore de grandes références et d'expérience, forcément. Donc, ça lui fait une note, je pense, de 7. Ouais, voilà, 7 de note. Et enfin, le dernier gardien, Gregor Kobel, le gardien suisse de Dortmund. Peut-être un des gardiens les plus complets de cette liste, dans le sens où il peut cocher toutes les cases. La faisabilité, le niveau, l'expérience, les références, déterminant cette saison, la faisabilité du contrat, oui, les qualités de gardien, le jeu au pied, la faisabilité pour pouvoir quitter son championnat et venir en Ligue 1. Bref, l'âge aussi. Bref, c'est... Pour le coup, il n'a pas de point faible. Honnêtement, Gregor Kobel, aujourd'hui, difficile de lui trouver un point faible, encore plus pour un transfert, parce que comme je lui ai mis du coup au niveau de la faisabilité, je lui ai mis un 2. Parce que ça fait quoi maintenant 3, 4, je crois 4 ans, 4 saisons qu'il est à Dortmund. Dortmund ne jouera même pas de Coupe d'Europe l'année prochaine. Ils sont, je crois, 12e du championnat. C'est une saison très compliquée pour Dortmund. Donc un gardien de la stature de Kobel, qui à mon avis ne va pas manquer de prétendants cet été, il peut quitter clairement Dortmund. Un club qui ne jouera pas d'Europe, un club qui dégringole, qui change d'entraîneur tous les 4 matins. Bon, ça fait 4 ans qu'il est là, je pense qu'il a pu faire le tour. Pourquoi pas un nouveau challenge? C'est un gardien qui a déjà pas mal bourlingué dans plusieurs pays. Pourquoi pas? C'est un Suisse, donc normalement il parle français, donc l'adaptation... why not? Surtout que Suisse, Allemagne, bon, pour t'acclimater à la France, il n'y a pas de problème. Tu peux lui proposer un poste de numéro 1 pour un club qui vise la Ligue des Champions. Donc, c'est encore plus au niveau objectif que Dortmund. Donc, ça peut être intéressant. Il lui reste 3 ans de contrat. Donc, moyennant une belle somme, un 40, un 50 millions d'euros, tu pourrais aller chercher un Kobel. Voilà. Au niveau du jeu au pied, en plus de ça, c'est un très bon gardien, comme j'ai dit. Très bon au pied, des prises de risque payantes. Pas le ballon qui lui brûle les pieds, pas mal de précision, etc. Ça peut clairement matcher avec Luis Enrique. Ensuite de ça, c'est un gardien déterminant, très fort sur sa ligne, capable de donner des bons ballons, comme je disais, dans le jeu, de faire accélérer le jeu, très bon aussi sur penalty, et qui a des références, 2 sur 2,5, qui a des références et de l'expérience en Ligue des Champions. L'année dernière, ça doit être le meilleur gardien de Ligue des Champions avec Lunin. Donc ouais, clairement, là, on est sur un très, très grand gardien, et je pense qu'il mérite beaucoup mieux que Dortmund, sans manquer de respect.
Je pense il manquera pas de prétendants cet été ou l'été prochain et que donc si le Paris Saint-Germain veut changer de gardien, Gregor Kobel correspond totalement à ce qu'on voudrait et il est vraiment très complet. Donc au niveau de la note, ça doit être du 8 ou du 8,5. Voilà, c'est du 8. Je lui ai mis 2 partout. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est peut-être mon préféré, honnêtement. Voici donc le résumé. La meilleure note, c'est Maignan, mais comme j'ai dit, je lui aurais mis 0,5 en moins sur déterminant cette saison. Donc au final, les meilleures notes, c'est 8 pour Maignan, 8 pour Kobel, 8 pour Chevalier et 8 pour Alisson. Chevalier à 2,5 sur la faisabilité, donc ça lui égalise Kobel. Mais c'est vrai qu'au niveau vraiment balance, Kobel, c'est vraiment le gardien le plus complet dans tous les aspects. Donc, ouais, Maignan, il y a cette fragilité physique que Kobel n'a pas. Donc, ouais, peut-être Kobel en 1 pour mon choix perso. Kobel en 1, Chevalier en 2 et peut-être Maignan en 3 avec Alisson. Et puis, Safonov est dans ce top 5 avec 7,5 parce que honnêtement, bah, ce serait pas scandaleux de le voir démarrer la saison si Gigio venait à partir. Voilà, évidemment, tout ça, c'est juste de l'expected. On verra la suite de la saison pour Donnarumma et ce que vont faire les dirigeants du Paris Saint-Germain. Voilà, tranquillement. Donc, c'était une petite vidéo en détente. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous laisse réagir en commentaire et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.